Bonjour à tous. Alors, avant de commencer ma présentation, mes collègues et moi-même voudrions remercier bien évidemment la Fondation Maladies Rares qui nous a permis de mettre en place un projet de recherche qui nous tenait à cœur et qui nous a permis de comprendre en profondeur le vécu des patients atteints de 3 maladies rares, à savoir la maladie de Randy-Osler, le syndrome Neil-Patella ainsi que le syndrome Holt-Oram. Alors, je vais aujourd'hui vous parler uniquement du deuxième volet de notre projet parce qu'évidemment, on a un temps imparti qui est assez court. Donc voilà, le syndrome Neil-Patella, brièvement, est une maladie rare qui touche uniquement une personne sur 50 000 en France en moyenne. Et elle est due à une mutation du gène LMX1B. Alors au niveau des manifestations les plus communes, il faut savoir que les patients ont des malformations au niveau des ongles, mais également au niveau du squelette, donc qui apparaissent dès la naissance. Donc ce sont des malformations au niveau principalement des rotules, des coudes ainsi que des hanches. D'autres troubles peuvent apparaître par la suite au cours de la vie. Donc dans un tiers des cas, les patients vont être atteints plus tard de troubles oculaires ainsi que de troubles rénaux. À l'heure actuelle, en fait, il y a très peu de recherches scientifiques qui ont été réalisées sur le sujet. Les quelques études qui existent sont principalement dans le domaine médical et donc génétique, voilà, principalement. Mais à l'heure actuelle, aucune étude n'a été réalisée en sciences humaines et sociales. Vous vous en doutez donc, notre objectif principal était de pallier à cette absence d'informations voilà, sur le syndrome Neil-Patella. Et donc, on voulait en fait comprendre en profondeur le vécu de ces patients et savoir quelles étaient finalement les conséquences de cette maladie dans leur quotidien, afin de pouvoir proposer des pistes qui vont permettre par la suite d'améliorer leur parcours de vie. Voilà. Au niveau de la méthodologie, donc pour réaliser cette étude, nous avons réalisé 9 entretiens semi-dirigés avec des patients qui ont été diagnostiqués pour la maladie et qui sont tous âgés de plus de 18 ans. Différents thèmes ont été abordés, vous pouvez les voir ici. Donc nous avons d'abord évoqué les conséquences de la maladie ainsi que le vécu émotionnel des patients face à cette maladie. Nous avons aussi essayé de comprendre de quelle manière ils arrivent à communiquer ou non au sujet de la maladie, que ce soit au niveau familial ou dans d'autres domaines. Nous avons parlé également des prises en charge et des traitements qu'ils pouvaient avoir, ainsi que de la perception qu'ils avaient du caractère héréditaire de la maladie, puisque c'est une maladie génétique et qui donc peut avoir certaines conséquences à ce niveau-là. Alors, nous avons été assez étonnés parce que lorsque nous avons débuté nos entretiens avec les différents patients, en évoquant donc d'abord les conséquences de la maladie, nous pensions qu'ils allaient nous parler d'abord des conséquences actuelles. Et en fait, tous ont débuté leur discours en évoquant les conséquences qu'ils ont vécues durant leur enfance. Ils ont expliqué avoir eu énormément de complexes physiques à cause des malformations qu'ils avaient. Et donc, finalement, ils ont rencontré une très grande difficulté d'acceptation de soi. Ils ont vécu avec une très faible estime d'eux-mêmes. Et donc, c'est vraiment une image négative de leur corps qu'ils avaient. Cette image de soi négative a vraiment créé en fait un sentiment de honte très profond qui les a menés à utiliser différentes stratégies d'évitement. Et notamment, en fait, ils ont débuté par très rapidement à dissimuler en fait les différentes malformations qu'ils avaient. Donc ici, il y a un patient, par exemple, qui explique que lorsqu'il marchait, il mettait systématiquement ses mains dans les poches afin que les autres personnes ne puissent pas voir à la fois les malformations au niveau des ongles ni au niveau des coudes, puisque ce sont des personnes qui ont des coudes qui n'arrivent pas facilement à tendre, par exemple. Donc évidemment, en mettant les mains dans les poches, ceux-ci ne se voyaient beaucoup moins. Ils ont rencontré également énormément de difficultés au niveau des relations sociales parce qu'ils ont énormément souffert du regard des autres, qui était très critique. Ils ont été victimes très fréquemment de moqueries. Donc ici, je vous ai mis 2 exemples pour illustrer ceci. Il y a un patient qui explique qu'on l'appelait très régulièrement le canard à l'école, ainsi qu'un autre qu'on appelait le boiteux. Donc voilà, c'est quelque chose qui était vraiment très douloureux pour eux, et donc ils ont vraiment vécu un rejet social de manière très précoce. Les limitations des capacités physiques, donc dues justement à ces malformations physiques, les empêchaient de participer à la majorité des activités qui étaient réalisées par les autres enfants pour leur plaisir. Donc généralement, en fait, ils parlent principalement du cours de sport notamment,
où les activités qui étaient proposées, ils ne pouvaient jamais y participer, mais également toutes les activités en cours de récréation, même par la suite, par exemple, jouer au foot ou aller danser, voilà, c'est toutes des choses qui étaient vraiment très difficiles pour eux, simplement parce que déjà les malformations physiques les en empêchaient, mais dès qu'ils faisaient le moindre effort, ils ressentaient une douleur très intense. Donc ils étaient d'office obligés d'arrêter les efforts qu'ils essayaient d'effectuer. Ils ont vécu énormément d'hospitalisations aussi, beaucoup d'opérations qui étaient suivies par des périodes de rééducation. Évidemment, tout ça a généré en fait de longues périodes où même le peu d'activités qu'ils arrivaient à réaliser était encore amoindri. Et donc, il y a notamment de longues périodes où ils ne pouvaient même pas aller à l'école, simplement parce que rien que le fait de marcher était devenu très compliqué. Ce qu'ils ont vécu de manière très difficile, c'est l'obligation d'expliquer à chaque fois leurs absences ou leur incapacité à participer aux autres activités que les autres enfants réalisaient, parce qu'ils expliquent que c'était le moment où, lorsqu'ils essayaient de finalement être comme les autres et de paraître, comme ils disent eux-mêmes, normal, le moment où ils devaient réexpliquer le fait qu'ils étaient malades, c'était le moment où justement eux étaient remis face à la réalité et aussi les autres personnes finalement étaient face à cette réalité et percevaient leur maladie qui parfois pouvait passer inaperçue lorsqu'ils essayaient notamment de cacher leur malformation. C'est vraiment quelque chose qu'ils ont vécu de manière très difficile. Alors ces trois conséquences sont évidemment interreliées, étant donné que lorsqu'ils ont eu des limitations au niveau des capacités physiques et qu'ils ne pouvaient donc pas participer aux activités comme les autres enfants de leur âge, ça a en fait aggravé finalement les difficultés sociales et tout ceci a évidemment renforcé l'image de soi négative qu'ils pouvaient avoir d'eux-mêmes. Ils ont donc, dès leur enfance, eu un sentiment de différence très important. Ils expliquent que pour eux, ils n'étaient simplement pas comme les autres. Ils ont eu un sentiment de solitude et un sentiment d'injustice. Donc certains enfants, certains patients expliquent que lorsqu'ils étaient enfants, ils ne comprenaient pas pourquoi cette maladie les atteignait eux et pas quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'ils avaient pu faire de mal finalement pour avoir cette maladie? Ils ont donc connu très rapidement un isolement social qui à la fois était dû donc à cette différence et qui finalement faisait en sorte également de renforcer ce sentiment de différence, parce qu'ils ont fini par quelque part essayer de s'isoler eux-mêmes pour se protéger du regard des autres et des complications qu'ils pouvaient avoir avec les autres personnes. Lorsque nous avons entamé les conséquences de la maladie plutôt à l'âge adulte, dans un premier temps, les patients expliquent que finalement, à l'heure actuelle, ils ont plutôt bien accepté la maladie, qu'ils accordent beaucoup moins d'importance au regard des autres, beaucoup moins d'importance également à leur apparence physique. Mais plus on entre dans l'entretien et plus on va en profondeur, plus on remarque qu'en fait il s'agit plutôt d'une pseudo-acceptation et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Plus on va loin dans l'entretien et plus en fait les patients expliquent que finalement ils continuent encore à l'heure actuelle à se cacher, à cacher leur malformation afin de ne pas devoir subir le regard des autres et surtout de ne pas devoir évoquer la maladie avec leur entourage ou avec les autres. Ils utilisent également la répression, c'est-à-dire qu'ils font comme s'ils n'étaient pas atteints d'une maladie. Ils préfèrent, par exemple, ne pas communiquer autour de la maladie, que ce soit en famille ou entre amis. Donc, en fait, c'est un sujet qu'ils n'abordent jamais et ils peuvent en parler uniquement en famille lorsqu'il y a vraiment un cas un membre de leur famille qui rencontre des aggravations au niveau des symptômes et ils expliquent que c'est le moment où finalement la maladie ne leur laisse plus le choix. Donc voilà, mais c'est le seul moment où ils évoquent la maladie. Ils essayent de mettre à distance cette maladie, donc ils vont utiliser l'humour et même l'autodérision. Donc ils vont commencer à même finalement se moquer d'eux-mêmes pour essayer d'accorder, de laisser prendre moins de place à cette maladie, qu'elle ait moins de poids finalement. Alors quelque chose de très intéressant, c'est qu'ils vont tous redéfinir le terme maladie pour qu'il ne coïncide plus, qu'il ne puisse plus correspondre à leur état de santé à eux. Donc ici, il y a une personne qui dit que voilà, être malade, c'est quand on ne peut pas faire quelque chose, quand on ne peut pas marcher, quand on a un problème au poumon et qu'on ne peut pas respirer correctement. Mais moi, finalement, je n'ai rien d'interdit. Donc ils ont aggravé, si vous voulez, la définition du terme maladie pour qu'eux ne se sentent plus malades. Ils ont également tendance à banaliser leurs symptômes en disant mais finalement voilà, moi j'ai un handicap physique, mais quelqu'un qui aurait un accident aujourd'hui pourrait avoir certains handicaps également. Ils vont dire que les troubles rénaux dont ils pourraient être atteints ou les troubles oculaires pourraient atteindre n'importe qui d'autre également. Et donc voilà, c'est une manière finalement, encore une fois, de donner moins d'importance, moins de poids à cette maladie.
Et alors, ils vont tous réévaluer positivement la maladie et les symptômes. Donc, en fait, ils vont avoir tendance à se comparer à d'autres personnes qui sont atteintes de maladies complètement différentes ou atteintes d'handicaps complètement différents, mais dont les conséquences sont beaucoup plus importantes. Il y a notamment, par exemple, une patiente qui disait, voilà, moi j'ai été hospitalisée pour une opération au niveau des jambes. Je savais que je n'allais plus pouvoir vraiment marcher durant 1 mois, voire 2 mois. Mais au même moment, il y a une de mes amies qui a été amputée des 2 jambes. Et là, je me suis dit, finalement, qu'est-ce que c'est que mon syndrome? Ce n'est pas si important quand je vois toutes les autres conséquences qu'il pourrait y avoir et toutes les autres personnes qui souffrent plus que moi. Alors, donc encore une fois, plus nous rentrions dans nos entretiens et plus les patients finalement arrivaient à dévoiler leur souffrance. Et donc ils ont expliqué que finalement leur handicap, ils le vivaient vraiment comme un handicap, que c'était quelque chose de très difficile à vivre au quotidien, que leur sentiment de différence et de ne pas être comme les autres était toujours présent, et enfin que la maladie restait constamment dans leur pensée. Le caractère héréditaire était évidemment quelque chose de très difficile à vivre également pour eux. Au niveau des parents qui ont des enfants atteints, il y a un sentiment de culpabilité qui est vraiment très très important et très présent dans les entretiens. Et alors l'incertitude est très présente également parce qu'en fait c'est une maladie dont les symptômes peuvent s'aggraver à n'importe quel moment, donc principalement les troubles rénaux qui peuvent avoir des conséquences très importantes. Et on voit que cette incertitude est vraiment très effrayante pour les parents qui ont peur de l'évolution future de la maladie pour leurs enfants. Pour les parents dont les enfants ne sont pas atteints, ils évoquent évidemment au début un très grand soulagement. Ils disent, voilà, moi je suis vraiment heureuse de ne pas avoir transmis cette maladie à mes enfants. Mais on voit qu'il y a un certain questionnement qui revient et une incertitude à nouveau, parce qu'ils ont très peur que la maladie puisse sauter une génération, par exemple, que les autres enfants, plus tard, puissent également être atteints de la maladie. Et donc on voit que c'est quelque chose qui les rend très anxieux également. Pour les personnes qui n'ont pas encore d'enfants, il y a un très grand questionnement sur les risques de transmission de la maladie aux enfants. Alors, ils vont avoir tendance à aller rechercher des informations, notamment sur Internet, et lorsqu'ils vont voir qu'ils ont un risque sur 2 de transmettre leur maladie à leurs futurs enfants, là, à nouveau, il y a l'incertitude qui va jouer et qui va les rendre très anxieux parce qu'ils vont avoir tendance à anticiper les troubles et le handicap qui pourraient atteindre leurs futurs enfants. Ils vont même imaginer leurs enfants avec des handicaps finalement plus graves que ceux qui les touchent eux-mêmes. Donc on voit que c'est quelque chose qui leur fait vraiment très peur. Il y a même un patient, je ne l'ai pas indiqué ici, mais qui remet même en question finalement ses projets d'enfant, qui dit mais est-ce que je vais être capable d'essayer d'avoir un enfant en sachant que cet enfant pourrait être atteint justement du même syndrome que moi et avoir le même vécu émotionnel, les mêmes souffrances psychologiques. Donc voilà, c'est quelque chose qui était vraiment très touchant. Et les autres, en fait, expliquent que pour le moment, ils n'ont pas de projet d'enfant et qu'ils veulent remettre cette question à plus tard, parce que c'est quelque chose qui est trop difficile pour eux à penser actuellement. Et donc, ils évitent complètement le sujet en disant « c'est trop difficile pour moi, donc je verrai ça plus tard au moment où mon désir d'enfant sera plus présent ». On voit que donc, l'incertitude par rapport à l'évolution de la maladie est vraiment très présente dans ce syndrome et pas uniquement, elle est vraiment en fait, caractéristique de cette maladie. Parce que le fait qu'il n'y ait pas de traitement curatif fait en sorte donc qu'il y ait cette incertitude au niveau de l'évolution de la maladie, non seulement pour les enfants, mais ils ont également peur pour eux-mêmes. Ils disent, je ne sais pas à quel moment est-ce que les symptômes, par exemple au niveau rénal, vont pouvoir émerger. Et ça leur fait vraiment très peur. Mais le fait que ce soit une maladie rare engendre également de nombreuses conséquences. En fait, les patients n'ont pas actuellement de suivi médical qui est organisé. J'entends par là qu'ils vont voir eux-mêmes les différents spécialistes qui pourraient donc les aider pour suivre leur état de santé. Donc ils vont voir notamment des personnes spécialisées au niveau des yeux, au niveau des reins. Mais le problème est que tous ces médecins ne sont pas spécialisés, donc ne connaissent pas la maladie. Et c'est les patients eux-mêmes qui doivent expliquer la maladie aux médecins. Ils ont donc une réelle incertitude à nouveau parce qu'ils ont très peur que leur suivi médical ne soit pas optimal et que donc ils ne soient pas suivis de la bonne manière. Voilà, donc pour conclure, vous voyez que c'est une maladie qui a vraiment d'importantes conséquences et qui sont multiples. Cette étude a d'importantes
implication également, qu'elle soit multidisciplinaire, parce qu'on pense qu'il est important d'aider ces patients à gérer leur handicap, à les aider à communiquer autour de la maladie également. Au niveau médical, il faut vraiment travailler afin que l'information soit plus disponible pour les patients, mais également les aider à organiser justement cette prise en charge afin que ce soit moins anxiogène pour eux et qu'ils aient le sentiment d'être pris en charge de manière optimale. Et enfin, il serait intéressant également d'informer les médecins qui sont non généticiens afin qu'ils soient au courant de cette maladie et qu'ils puissent suivre les patients de manière optimale. Enfin, un suivi psychologique est également important de manière adaptée. Voilà. Nous désirons donc terminer cet exposé en remerciant d'abord mes collègues dont le prénom et le nom apparaissent ici, sans qui ce projet n'aurait pas pu être mené. Nous tenons également à remercier la Fondation Maladies Rares, simplement parce que nous pensons qu'il est indispensable à l'heure actuelle de s'interroger sur la qualité de vie des personnes atteintes de maladies rares, parce que comprendre le vécu de ces patients et les conséquences de leur maladie au quotidien est vraiment primordial, car ce n'est pas parce que finalement ce sont des maladies rares qu'ils ne peuvent pas être compris et aidés. Et donc, c'est en comprenant leur vécu au quotidien ainsi que leurs besoins que nous allons pouvoir agir tous ensemble pour favoriser et mettre en place des moyens d'amélioration pour leur parcours de vie. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation claire, précise et concise. Merci. Est-ce qu'il y a... Nous avons certainement place pour une, deux questions, commentaires. Une attitude dont je n'ai pas encore... dont on n'a pas parlé aujourd'hui, je n'ai pas vu apparaître dans le vécu de vos patients, c'est celui de résilience. Comme vous êtes psychologue, est-ce qu'on dit qu'il y a des personnalités plus aptes à la résilience, d'autres qui le sont moins? Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose de ce concept qui a été popularisé par Boris Cyrulnik? Non, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on devrait un peu approfondir dans les études suivantes. C'est vrai que cette étude-ci est vraiment exploratoire et donc on n'a pas pu aller malheureusement en profondeur à ce niveau-là. Il y a énormément de choses effectivement de ce côté-là à approfondir. Malheureusement, comme il n'y avait aucune étude réalisée en sciences humaines et sociales à l'heure actuelle, nous avons été obligés de voir assez large dans un premier temps pour voir vers quoi maintenant nous allons pouvoir approfondir les études et nous diriger. C'est un projet de recherche qui est vraiment très large et donc ici c'est une étude sur ce syndrome et nous en avons d'autres même sur ce syndrome-ci également, notamment de manière quantitative, et qui vont pouvoir aller plus loin, et donc on va pouvoir en savoir plus à ce niveau-là. Mais vous qui êtes psychologue, vous pensez que c'est vrai qu'il y a des personnalités plus aptes les unes que les autres, génétiquement presque? Génétiquement, ça je ne sais pas, mais oui, certainement oui. Voilà.